Bonsoir. Avant de vous présenter l'enquête de ce soir, je voudrais revenir sur le précédent droit de savoir et vous donner des nouvelles de Manuela. Cette jeune fille de 18 ans atteinte de mucoviscidose et qui attendait depuis 4 ans une greffe de poumon. Elle se demandait même si on ne l'avait pas oubliée car le temps lui était compté. Eh bien, elle a été greffée mardi dernier, 10 février, par le professeur Despins au centre hospitalier universitaire de Nantes. La transplantation s'est très bien déroulée. Manuela est bien entendu encore en réanimation, mais tout va bien. Ce soir, le droit de savoir vous raconte l'histoire de 3 hommes dont la vie a été bouleversée à la suite d'une incroyable série d'erreurs et d'injustices. 3 affaires dans lesquelles la présomption d'innocence, fondement du droit français, a été plutôt bafouée. L'histoire d'abord de Patrice Padet qui a tout du coupable idéal. C'est un routard et il a un passé judiciaire. Il est à pleine fougère 6 jours avant que Caroline Dickinson, une petite Anglaise, ne soit retrouvée violée et assassinée. Les gendarmes, le juge, croient tenir le coupable. Il l'annonce dans une conférence de presse triomphale que vous verrez tout à l'heure dans le reportage. Mais la science criminelle vient au secours de Patrice Padet. Deuxième histoire, celle de Francis Richard, un petit industriel de Vendée, accusé d'avoir assassiné son épouse. 16 ans après, le véritable criminel court toujours, mais le destin du chef d'entreprise a radicalement changé. Troisième affaire avec le docteur Jean-Bernard Pinault qui depuis 7 ans attend en vain d'être jugé pour tentative d'assassinat. Voilà 3 histoires qui mettent à mal la police, la justice et parfois la presse qui n'est pas toujours innocente. Figurent dans les pages des journaux et d'une certaine façon ont été victimes du non-respect de la présomption d'innocence. Et tout le monde s'amuse un petit peu dans les milieux de la presse, je dirais, de l'étonnement que les hommes politiques et les gens puissants ont aujourd'hui, parce que en fait la justice doit être la même pour tout le monde, et si on respecte la présomption d'innocence pour un homme politique, on doit aussi la respecter pour un justiciable lambda. Francis Richard est l'un de ces anonymes. En 15 ans, il est passé du statut de notable à celui de chômeur de longue durée. Allez, on y va. L'ancien chef de l'entreprise familiale qui faisait vivre le village de Maillé, dans le Marais poitevin, est aujourd'hui en contrat emploi solidarité. Son petit boulot consiste à conduire les enfants du village, de l'école à la cantine. À l'origine de cette descente aux enfers, le meurtre de sa femme Nicole, dont il a été accusé, et une simple garde à vue, dont l'incidence dans la presse et la rumeur vont ruiner sa réputation. Je suis un être diminué, ça c'est clair. Diminué par l'impéritie de la justice et par cet acharnement de la presse qui m'a fait beaucoup de mal. Et les condiments étaient réunis, à savoir un chef d'entreprise, une situation réputée bourgeoise, une femme jolie, avec des mœurs... non pas relâchées, mais des mœurs modernes, mais tous les ingrédients, événements à scandale, étaient réunis. En rentrant dans la famille Richard à l'été 1969, Nicole intègre une famille très unie de notables. Les Richards sont installés dans le village de Maillé, en Vendée, depuis plusieurs générations. Francis, l'aîné des fils Richard, prendra un jour prochain la direction de la société familiale de conditionnement de fruits de mer. Du fait de leur puissance économique, le clan Richard, comme on les appelle parfois, est craint et jalousé. Malgré la reprise de son métier d'infirmière à domicile, Nicole semble de plus en plus s'étouffer à la perspective de son destin de femme du chef d'entreprise. Elle était quand même, je veux dire, très... Et la chape familiale était peut-être, pour elle, un carcan d'un certain nombre. Son besoin de liberté est tel qu'on prête à Nicole ses premières aventures. Nicole était une femme très séduisante pour tous les hommes qui aimaient les femmes. Certaines personnes que j'ai rencontrées, donc, m'ont fait dire qu'elle avait certainement une autre personne dans sa vie. Et puis moi, je reste très convaincu que c'est ça qui l'a amené à la Bernegou, à la retrouver un jour assassinée. Le 12 janvier 1982, vers 8 h,
Nicole part pour sa dernière tournée d'infirmière à domicile. Après plusieurs rendez-vous à Maillé, Nicole est vue vers 11h à la maison de retraite du village. Je l'ai vue, parce que j'étais sur son chemin, et elle nous a parlé, mais rien laissait supposer qu'elle allait vers la mort. C'était pas possible. Ah non. Ah non, elle était toute détendue, elle nous a parlé gentiment. Vers 11h15, Nicole va chercher son pain à la boulangerie. J'ai vu Nicole le jour où elle a disparu, le matin, aux environs d'11h15. Je l'ai trouvée tout à fait normale. Et elle est partie, mais alors là, je ne peux pas dire dans quelle direction. Vers 11h20, au lieu de revenir vers son domicile où elle a un rendez-vous professionnel à midi, Nicole se dirige vers Danvix en suivant la départementale 25. Elle immobilise sa R5 jaune sur le parking du lieu-dit, la petite Bernegou. En sortant de sa voiture, Nicole laisse sa sacoche médicale, sa baguette de pain et les clés sur le contact. Tout l'après-midi, sa voiture sera vue par des familiers garés à cet endroit. Francis était très inquiet car il n'avait pas vu Nicole depuis le midi. C'était pas son habitude justement de ne pas venir à midi. Jamais. Si elle avait un empêchement, en principe elle devait le dire à son mari. Et là, il n'y avait rien et Francis s'était inquiété. Et c'était pas normal que cette voiture soit restée là toute, soi-disant, une partie de la journée. Les gendarmes ont été prévenus, ils sont venus tout de suite et ils ont posé les questions d'usage à Francis pour savoir si c'était normal et où était sa femme, où devait être sa femme à cette heure-ci. En fin de soirée, nous avons décidé d'aller voir sur place. Les recherches vont se cantonner aux abords immédiats de la route. Elles seront interrompues par la nuit. Ce n'est que le lendemain matin que Nicole est retrouvée de l'autre côté de la route vers 8h30. Moi, je l'ai vu à une vingtaine de mètres. J'ai vu tout de suite que des bottes. Et je suis ressorti. Et je leur ai dit, j'ai trouvé Nicole. J'arrive au pont, puis je trouve Coulet, M. Coulet, dans le livre de Maillé. Puis alors, Philippe Richard, tout de suite. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe là, ce matin? Ah oui, parlez-moi pas. On vient de trouver Nicole assassinée dans le bas du pont. Comme ça. On m'a coupé les jambes, je ne m'attendais pas à ça, je ne savais pas. J'ai été 2 nuits sans dormir. Hein. J'ai pensé à ça parce qu'on est à Maillé, un pays tranquille comme tout. On ne pensait pas qu'il pouvait y avoir des crimes. Hein. Un crime en Vendée et un crime dans le Marais. C'est un peu un imbé de mystère, ce Marais. Ce mystère, François de Lyon a mis 13 ans à essayer de l'éclaircir. Il a suivi toutes ces années l'affaire Nicole Richard en tant que correspondant local de la Nouvelle République du Centre-Ouest. Il faisait un temps gris comme ça le jour de la découverte du corps de Nicole Richard, donc, et ce corps a été découvert le long du chemin du halage. Ici, c'est un temps du Marais, c'est un temps gris, un temps bas, un temps d'hiver. Il y avait déjà un dispositif en place quand vous êtes arrivé? Oui, il y avait déjà beaucoup de gendarmes et des membres de la famille qui étaient là, et le corps venant d'être découvert le matin, ils étaient en train de faire le minimum de relevés dans la boue. C'était des gens rassemblés autour donc, de ce corps qu'on devinait derrière les jambes. Mais c'était des gens rassemblés autour de quelque chose de grave, qui tournaient le dos un petit peu à tout ce qui se passait dans cette ambiance grise, triste. C'était une scène très triste, comme des gens presque qui déjà veillaient un corps. Nicole a été assassinée d'un coup de fusil de chasse calibre 12. Elle n'a pas été violée. Dès les premières heures, l'enquête démarre mal. Dès le matin de l'enquête, des enquêteurs, disons, plus haut placés que les gendarmes locaux, nous ont clairement laissé entendre que ça n'aurait pas dû se passer comme ça et qu'il aurait dû y avoir un relevé très strict sur les lieux du meurtre. Et cela n'a pas été fait, car on a eu tout de suite le souci de vouloir protéger la famille de la victime, de vouloir les entourer, j'allais presque dire d'affection de la part des gendarmes, ramener la voiture du mari, les aider, leur éviter une vue trop difficile du corps, etc. On a voulu les protéger, on n'a plus pensé du tout au relevé d'empreintes. Les enquêteurs, immédiatement après la découverte du corps, ont cherché dans l'entourage de la victime. C'était soit la famille Richard elle-même, soit l'amant. Cette conviction des enquêteurs les a amenés, je crois, à se presser et à commettre des erreurs techniques. On a l'impression que les enquêteurs avaient une conviction d'ordre psychologique, une conviction qui devait les amener à rechercher des aveux qui allaient boucler l'enquête définitivement. Les indices matériels ne leur paraissaient pas essentiels.
On n'a pas saisi toutes les armes possibles rapidement. On n'a pas pris un certain nombre de précautions qui paraissent après coup pourtant élémentaires. Au cours des obsèques de Nicole Richard, l'assassin est peut-être dans la foule. La famille, le village et la région sont traumatisés par la disparition de l'infirmière tant aimée. L'image la plus terrible, c'est l'image d'abord qu'on s'est figuré à travers les photos d'une femme belle, libre, intelligente, aimée des gens, et qui a été tuée comme un vulgaire animal. Et cette image se trouve en vis-à-vis de celle de ses deux enfants, dans le cortège de l'église. Ces deux enfants vêtus de noir, un petit garçon et une petite fille, qui ont perdu ce jour-là la plus belle des mamans dans des circonstances épouvantables. Et ça, c'est une image qui nous reste, à nous, journalistes locaux. Est-ce que dès le début, vous avez senti que c'était une affaire très vendeuse pour votre quotidien et pour la région? Oui, on l'a senti tout de suite par les chiffres, déjà. Les chiffres des ventes ont littéralement explosé dans toutes les petites communes du Marais, notamment autour, puisque la victime était très connue. Elle était infirmière libérale, elle allait dans toutes les familles, on la voyait sur les routes, on l'appelait, c'était devenu une amie. Et puis la famille, d'un autre côté, sa famille d'adoption, si j'ose dire, dans laquelle elle était entrée par alliance, sa famille est également très connue par sa puissance économique et des gens parfaitement dignes, mais que le petit peuple, si j'ose dire, guettait un petit peu à la moindre faille. Et là, la faille, bon, il s'est passé quelque chose. Et la population s'est immédiatement intéressée et a eu l'impression de rentrer dans une famille dans laquelle elle n'avait pas le droit tous les jours de rentrer. En tant que villageois, nous on lisait la presse tous les jours. Hein, c'est avec la presse qu'on avait toutes les nouvelles. L'enquête de gendarmerie qui a piétiné au départ, après nous a orientés, nous journalistes et donc nos lecteurs dans la foulée, les habitants de Maillé, nous a orientés vers des pistes très différentes, avec tantôt le projecteur tourné vers la famille, tantôt vers l'amant. Et on avait l'impression qu'on nous encourageait presque à aller un petit peu de l'avant, à aller au charbon pour secouer un petit peu, faire sortir éventuellement les témoins du bois, quoi. On s'est orienté dans un premier temps tout de suite vers l'amant, parce que l'amant était vulnérable, si j'ose dire, parce que lui était seul, il était ombrageux, il était entier, donc tout de suite on a dit c'est lui. Un jour je suis allé interroger l'amant par exemple, il a sorti un fusil, j'ai dit mais moi je vous photographierai bien comme ça par provocation, il m'a dit sûrement pas, puis il a fini par céder en se posant comme le vengeur, c'est-à-dire en disant j'aimais cette femme, et vous voyez ce fusil, je suis capable de tirer sur celui qui l'a tué. C'est peut-être lui le meurtrier. Au jour d'aujourd'hui, il vogue peut-être sur des flots, c'est peut-être lui le meurtrier, on ne le sait pas. Mais grâce à cette photo qui est parue dans la presse, cette photo que j'ai faite à ce moment-là, le juge, dès le lendemain, ordonnait la mise en garde à vue en prenant prétexte de cette photo. Donc c'était pas le juge qui prenait les décisions, lui tout seul. Petit à petit, l'enquête lui a échappé, et il attendait chaque matin, je suis sûr qu'il était mon meilleur lecteur, il attendait chaque matin un élément qui pouvait lui permettre de faire continuer l'enquête. Au bout de, pas de 2 heures, mais au bout de 7, 8 heures, 10 heures, 11 heures, 15 heures, les questions fusent de toutes parts. Imaginez-vous qu'un suspect, numéro 1, devant vous, était auditionné par une douzaine de policiers autour d'une table. Vous n'avez pas le temps de répondre à une question qu'une autre vient. C'est très dur à subir. On lui a montré des photos de ma belle-sœur, agrandie en cours d'autopsie, en lui disant « avoue que c'est toi » et a crié à 10 personnes sur son dos. Moi, j'étais à l'autre bout du commissariat, c'était épouvantable. Épouvantable, j'étais dans une petite cellule et j'entendais de crier, c'était affreux. On m'a appris dans la nuit, il était 4 heures du matin, on m'a dit « ça y est, votre mari a avoué, c'est lui ». Alors j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, j'étais à la limite de l'évanouissement, c'était horrible. J'ai vu défiler ma famille, mes enfants, tout ça, toute mon enfance et tout ce qui nous entourait. Et ça a été vraiment un moment épouvantable. Ils m'ont dit qu'il avait avoué, donc quelque part j'ai douté, c'est-à-dire que j'ai cru que c'était vrai. Et après, ils sont venus me dire « Eh bien, madame, maintenant, il faut que vous parliez parce que vous êtes sa complice. » Et quand ils m'ont dit ça, j'ai pas éclaté de rire, mais presque, parce que je savais que j'étais pas complice. Et je me suis dit « Ils nous ont menti. » Philippe Richard et sa femme ressortiront libres de leur garde à vue. Mais la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La garde à vue de la famille Richard va faire la une des journaux locaux.
Le magistrat, ce que je lui reprocherais donc, dans son manque d'objectivité, c'est qu'il a fait des déclarations à la presse. Par bribes, il a donné des renseignements, des miettes, mais des bouts de piste à certains journalistes qui s'en sont emparés, bien entendu, et qui ont fait l'opinion locale. À un moment, on se demande si on se sent pas un petit peu justicier quelque part. Ou au moins, on n'a pas envie de dénoncer l'injustice, qui revient au même. Et à partir de ce moment-là, la plume s'emporte un peu, surtout quand on sait qu'on signe, donc on a la permission de sa rédaction en chef de s'engager à titre personnel. On va sûrement un peu loin. Mais il y a des fois où on est des cabots qu'on lâche derrière une piste, et puis bon, si on y va, on va au charbon. Si on ramène quelque chose, c'est tant mieux pour tout le monde, pour les enquêteurs. Moi-même, j'ai fait une démarche envers un de mes frères, puisque ce frère était dans le collimateur de cette presse-là, et j'étais même un soir le réveiller pour lui demander réellement est-ce que tu as été Nicole? Voilà. Bon. Eh bien, vous devez penser que ce genre de démarche, c'est absolument horrible. Les conséquences d'une garde à vue, même non suivie d'une inculpation ou d'une mise en examen, une garde à vue, un soupçon public, surtout quand le soupçon émane de la bouche même des enquêteurs ou des magistrats chargés de l'enquête, et lorsque c'est repris dans la presse, le soupçon suffit effectivement quelquefois à gâcher la vie d'innocents. Et ça devait être évidemment intolérable pour Francis Richard et les siens d'être injustement soupçonnés, mais je pense que ça devait être particulièrement pénible pour les enfants, à la fois de la personne soupçonnée, injustement, et de la victime. Je me souviens, je sais plus quand c'était, il y a l'établissement Richard Frères, la pancarte, il y avait marqué assassin en gros dessus. Bon, ça, Philippe, il se lève le matin, mon père, il se lève le matin, et la famille, on se lève, il passe devant. Ah, d'accord. Le poids du soupçon va peser sur la famille Richard pendant 13 ans. 13 ans pendant lesquels la rumeur, amorcée dès le début de l'affaire par la presse, va perdurer et faire son œuvre. 13 ans pendant lesquels la réputation et l'image d'une famille de notables va s'étioler. 13 ans d'une souffrance anonyme. 13 ans de présomption de culpabilité. On n'a pas respecté la présomption d'innocence, mais on n'a pas respecté non plus celle de l'amant qui était en face, qui représentait l'autre hypothèse. Et on a envoyé derrière une présomption de culpabilité, si je peux dire, qui existe toujours dans ce genre d'affaires. À partir du moment où des gens sont désignés, nous, journalistes, on a toujours dans ces cas-là des pistes à suivre et on accentue la présomption de culpabilité. Et c'est vrai qu'on ne joue pas du tout en faveur de la présomption d'innocence. On joue contre. J'ai eu beaucoup de mal, et encore maintenant, à réagir, je dis bien. Parce que je me trouve amputé, handicapé par la disparition de Nicole, c'est évident. Les autres conséquences sont d'ordre professionnel. L'entreprise était déjà fragile en 82. Au moment de la disparition de Nicole, ça n'a fait que fragiliser davantage et perturber également mes autres frères. Et même mon père qui était un roc. Les capacités d'un chef d'entreprise en sont forcément altérées, c'est évident. On a dû supporter une disparition d'entreprise, une reprise par quelqu'un d'autre. Et moi-même, le premier, j'ai perdu mon emploi et je suis maintenant en quête d'emploi depuis donc 2 ans et demi. L'absence de Nicole, la perte d'un emploi, ça fait de données fondamentalement épouvantables dans la vie d'un homme. Heureusement, avec ce non-lieu qui est paru dans la presse il y a quelque temps, je pense que maintenant, il peut regarder, les gens regardent Francis différemment, certainement. Il fallait ça. Hein. Je veux dire que moi, ce que j'admire, c'est cette force qu'il a et qu'il puise dans sa foi, d'abord, qui lui a permis de subir sans baisser la tête, sans baisser les bras. Si moi ou mes amis avions traversé des épreuves aussi difficiles, on ne serait peut-être plus ici. Est-ce que vous considérez que, à la lumière de cette affaire, vous êtes parfois allé un peu trop loin? Je pense. C'est dommage qu'on ne connaisse pas la fin de l'histoire, on la connaîtra peut-être un jour, mais je me rends compte de ce que ça a dû peser sur les épaules de la famille. L'affaire s'est soldée par un non-lieu le 2 septembre 1997. Jusqu'en 2007, seul un élément nouveau pourrait permettre de rouvrir le dossier. L'amant de Nicole est revenu habiter près de Maillé après 12 ans d'absence. Le juge Guillou, contacté à Hanoï, a refusé de s'exprimer sur cette affaire. Le capitaine de gendarmerie You
a lui aussi refusé de nous parler. L'affaire Nicole Richard aura été la plus longue enquête de l'histoire criminelle française. Elle a duré 15 ans et demi. C'est désastreux qu'on ne prenne pas assez soin des constatations, des premières constatations. Et là, on ne doit pas ménager son temps. On doit y passer même plusieurs heures, tout recueillir, ne pas hésiter à tout saisir, à tout prélever, parce qu'il y a systématiquement quelque chose qui est utile dans ces constatations. Et qui est utile à charge ou à décharge. Est-ce que vous êtes conscient des dégâts que peut occasionner une garde à vue, des soupçons que peuvent faire peser déjà la garde à vue? La garde à vue n'est pas un acte public. On ne claironne pas qu'on a placé quelqu'un en garde à vue. Donc déjà, la présomption d'innocence, elle doit être respectée aussi par les militaires de la gendarmerie ou les inspecteurs de police qui placent quelqu'un en garde à vue. Le respect doit venir aussi si un journaliste l'apprend. Dans une petite ville, ça s'évite. Il lui appartient aussi de ne pas non plus en faire état dans la presse et se substituer, même en faisant état de cette présomption d'innocence, à la machine judiciaire. Je pense que la relation entre le journaliste et le juge d'instruction, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est d'essence relativement malsaine. Aujourd'hui, la magistrature est un vecteur d'information qui intéresse beaucoup la presse, parce que, exactement comme la police, elle donne des informations et elle en fabrique, mais elle échappe pratiquement à l'esprit critique de la presse, parce qu'aujourd'hui, cette relation n'est pas encore assez adulte et que les journalistes en France s'interdisent finalement de critiquer les magistrats. Alors je pense que le mieux pour le journaliste finalement, c'est d'essayer de s'éloigner le plus possible du juge d'instruction, c'est d'essayer de diversifier au maximum ses sources, de manière à avoir soi-même une vision, à acquérir soi-même une vision la plus complète possible d'un dossier ou d'une affaire, mais qui ne soit pas simplement la vision du juge recrachée comme ça directement. Et donc du coup, ça contient une part de critique éventuelle du travail du magistrat, parce qu'après tout, les juges d'instruction, ils sont comme les policiers, comme les gendarmes, comme les journalistes, ils font des erreurs, ils ont des dérives professionnelles réelles, et dans le débat sur la présomption d'innocence, il y a évidemment les pratiques professionnelles déviantes de certains journalistes, mais il y a aussi les pratiques professionnelles déviantes d'un grand nombre de magistrats.